Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le média Nouvelle Vague, le média indépendant, citoyen et surtout local qui couvre l'élection municipale à Pornic pour 2026. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Hubert, chef de file de l'opposition actuelle à Pornic, qui se présente pour devenir maire de Pornic pour la liste Pornic Vent d'Avenir. Bonjour Antoine Hubert. Bonjour Victor. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Nouvelle Vague. On est très heureux de vous recevoir pour justement vous poser pas mal de questions pour comprendre un petit peu votre vision pour Pornic, votre programme. Mais juste avant, on voulait que vous puissiez vous présenter un petit peu pour peut-être les habitants qui ne vous connaissent pas encore à Pornic. Oui, bien sûr. D'abord, merci surtout pour l'invitation, parce que je pense que ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire être un peu plus pédagogue et puis aider les gens à les inciter à aller voter, je pense que voilà, c'est une belle mission et merci pour ça. Donc pour me présenter, je suis Antoine Hubert, j'ai 39 ans, je suis actuellement élu municipal et puis élu communautaire aussi à Pornic-Aglo Pays de Ré. J'ai trois enfants en bas âge, je suis marié, j'habite à Pornic. Bien sûr, c'est le préalable à tout. Mon attache, je vais peut-être commencer par mes attaches à Pornic. Donc moi, Pornic, c'est ce que je dis souvent, ça m'a vraiment été transmis. Je l'ai vécu comme une passion depuis toujours par mes grands-parents. Mon grand-père qui était photographe, qui s'est installé dans les années 50. Et puis j'ai passé énormément de temps dans la boutique, l'arrière-boutique, voilà, à voir ce beau métier et puis surtout à voir tout Pornic défiler dans la boutique. Donc j'ai beaucoup observé. Mon grand-père était aussi investi dans la vie municipale, donc voilà, ça a vraiment été une transmission et c'est ce que je dis souvent, j'ai vraiment à cœur voilà, en retour de prendre soin de Pornic. Mon parcours peut-être plutôt sur mon parcours moi professionnel. Alors ma formation, j'ai une formation en sciences politiques. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient et me disent, je ne suis pas juriste. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans une association juridiquement assez pointue, voilà, une association de lutte contre la corruption et puis qui s'occupe, on va dire, de surveiller les finances publiques locales. Donc j'étais référent pendant 8 ans en Loire-Atlantique, ce qui m'a permis d'œuvrer sur certains projets un peu complexes comme l'Arbre au Héron à Nantes ou le projet de double stade à la Beaujoire. Ensuite, comme je vous dis, j'ai pas fait carrière, je suis entrepreneur et commerçant. Donc j'ai fait beaucoup de gestion et de développement de projets dans différents secteurs, mais on va dire globalement 3 secteurs: le digital, l'événementiel et puis le réceptif, ce qu'il y a à l'hôtellerie et à la restauration. Donc maintenant, j'ai mon propre projet que j'ai développé depuis 3 ans et demi et voilà. Qui est un projet lié à l'événementiel autour du vin. Donc je suis propriétaire et j'exploite d'anciens chais que j'ai rénovés. Voilà, pour être tout à fait précis. Concernant la vie publique locale, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, en sachant, je précise ou je reprécise si je l'ai déjà dit, mais vous êtes donc actuellement conseiller municipal minoritaire dans l'opposition à la majorité de Clerug à Pornic, là, depuis 2020. Et donc, vous êtes là cette fois-ci, enfin, vous êtes candidat pour être maire en 2026. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la vie publique locale et je dirais même la vie pornicaise, en fait, tout simplement? Le déclencheur, de manière générale, comme je vous le disais sur mon parcours, c'est que j'ai toujours été passionné par la chose publique au sens large. Après, à un moment donné, je me suis dit effectivement, on peut s'investir dans l'associatif, on peut s'investir dans beaucoup de choses, mais si on veut vraiment changer les choses, à un moment donné, il faut y aller. Et c'est pour ça que voilà, je me suis lancé en 2020 en tant que tête de liste. On dit chef de file, j'aime pas trop ce mot-là. On dit opposition, je l'aime pas trop non plus. Minorité, il est pas très bien non plus. Mais voilà, c'était vraiment pour mener l'alternance parce que, comme on va en parler, voilà, je pense porter une autre vision, une vision collective de Pornic, voilà, que j'ai observé, qu'on m'a transmise comme je vous dévie. Et voilà, le déclencheur a été vraiment cette envie de s'investir et puis de changer les choses à Pornic, tout simplement. Pas juste de s'opposer à une majorité en place. Ok, très bien. Justement, on va faire un petit peu le diagnostic de Pornic selon vous, Oui. aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, alors, comment est-ce que vous décririez l'état de Pornic aujourd'hui ? Et pour peut-être vous aiguiller un peu dans la question, c'est quels sont selon vous les 3 grands défis du territoire ? S'il fallait en retenir 3. Évidemment, j'imagine qu'il y en a peut-être plus que ça, mais... Il y en a plus. Et bon, il y aura le programme pour les dire. Mais pour moi, l'état des lieux de Pornic, et je pense que ça s'est accentué les 15 dernières années. L'état des lieux de Pornic, c'est que Pornic a un existence superbe. On voit que ça attire beaucoup.
comme le littoral de manière générale, mais touristiquement, j'aurais envie de dire, il y a un petit plus aussi à Pornic. La côte quand même assez sauvage et vierge, le château, voilà, beaucoup d'éléments qui attirent. Mais bon, Pornic a grossi un petit peu trop vite et je trouve, moi, voilà, les services se sont pas développés à la mesure, on va dire, des permis de construire. Donc on se retrouve dans un état des lieux où Pornic a un superbe existant. Pornic a des finances quand même, et ça, on en reparlera, assez confortables, il faut se le dire. Mais les services ne suivent plus et ne suivent pas. S'il y avait trois, on va dire, il n'y a pas que du service, hein, mais si on avait trois choses à retenir, je parlerais peut-être en premier lieu du logement. Du logement, on le sait tous, c'est le sujet, l'enjeu pour les jeunes, mais les moins jeunes d'ailleurs, hein, on sait très bien, et on en parlera. Il y a des leviers. On Il va y a avoir des leviers pour les l'occasion, oui, d'en parler collectivités là-dessus. locales. On ne subit pas juste l'offre de la loi et de la demande, il y a des leviers. Donc, en tant que maire, en tout cas, effectivement, et une équipe municipale est là pour se servir de tous les leviers pour pouvoir rééquilibrer et gommer justement ces déséquilibres. On le voit bien, le logement, ça devient insoutenable pour beaucoup. La mobilité. Pornic est quand même un territoire de 100 km² avec 85 hameaux construits, très encaissés sur une ria. Donc on voit bien que n'importe quel projet de mobilité vient très vite déstabiliser, que ce soit les accès, la circulation. Donc c'est vraiment un gros enjeu parce que la mobilité, c'est un besoin essentiel du quotidien. Je dirais même comme le logement, que c'est presque un droit. Et puis j'aurais envie de parler, alors ça fait beaucoup, j'aurais envie de parler aussi de la santé et de la jeunesse. Ça fait 4, vous m'excuserez, mais effectivement, la santé, parce qu'on a aussi un territoire qui est un peu vieillissant, il faut savoir, pas avoir peur de le dire, et que l'accès aux soins et l'accès à la santé est un sujet majeur. Et enfin, la jeunesse, on en reparlera, parce que si on veut justement pouvoir accompagner, rajeunir un territoire, amener du logement abordable, il faut aussi toute une offre de loisirs, offre de services, offre aussi de crèches pour les jeunes parents dont je suis. Donc tout ça, on en reparlera, mais moi, voilà. Désolé, je suis pas sur 3, je suis sur 4 thématiques majeures. Non, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a pas mal de défis à relever. Et je vais poser la question un peu inverse finalement, c'est que si jamais vous deviez retenir une chose à Pornic alors il y en a plein des choses qui fonctionnent bien à Pornic, mais s'il y avait une chose à retenir à Pornic où on se dit là ça fonctionne quand même très très bien, ce serait quoi? Une chose qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. À Pornic actuellement, alors là, j'allais dire non, c'est pas que c'est une belle. Si, je pense si, le tissu associatif. Alors, il est très vivant. Ensuite, les pistes d'amélioration, je vous en parlerai, peut-être pour l'autonomiser un petit peu plus, mais on a quand même une vie associative qui est très riche, qui est amenée à continuer à se développer et qu'il faut continuer à se développer. Donc effectivement, la vie associative à Pornic, j'ai pas de souci à dire que ce qu'on voit pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même un soutien qui est fort et on en voit un petit peu les fruits quotidiens. Mais il n'y a pas que la vie associative aussi. Une ville de 20 000 habitants doit aussi avoir des structures publiques, des lieux de vie, et ça, on en parlera. Tout ne doit pas non plus passer que par les associations. Très bien. Bon, on voit un petit peu l'état des lieux que vous faites de Pornic pour le moment, et on aimerait donc forcément vous questionner. Cette fois, c'est ça qui va nous intéresser aussi, c'est votre vision pour Pornic, pour la suite justement. Et donc, on voulait voir avec vous. Ça rejoint un petit peu la question des défis du territoire, mais c'est la question des priorités. Pour vous, encore une fois, je vais dire 3 priorités, peut-être que vous en aurez 4 ou 5, je ne sais pas, mais si vous aviez 3 priorités absolues, justement, ce seraient lesquelles? On voit un petit peu avec le défi déjà des thématiques qui se dégagent, mais cette question, elle appelle aussi, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour ces priorités-là? Oui. Alors, sur le logement, j'en parlais. Le logement, on peut le rattacher avec la jeunesse. Sur le logement, il existe aujourd'hui justement des outils, des leviers qui sont législatifs. Je vais en parler, la loi Le Meur, sans être trop technique, mais c'est une loi récente qui a 1 an et qui permet justement à des villes comme Saint-Malo l'a fait, Cancale, Biarritz, les Sables-d'Olonne, si je dis pas de bêtises, d'activer, on va dire, des outils juridiques pour pouvoir limiter les logements touristiques. Alors, attention, c'est pas interdire aux propriétaires de faire du Airbnb du tout, mais c'est limiter l'investissement de pans entiers de secteurs ou d'immeubles dédiés justement à du logement locatif. Secondement, c'est pareil, et je le dis, il n'y a pas de sujet là-dessus. Les résidences secondaires sont des contributeurs très importants et tout autant attachés à la ville. Mais en revanche, si on veut ramener plus de logements à l'année à Pornic, la loi Le Meur permet, dans certains secteurs, de prioriser les constructions en résidence à l'année. Donc, c'est-à-dire, dit en d'autres termes, sur les constructions nouvelles, sur certains secteurs,
interdire la construction de nouvelles résidences secondaires. Hein. J'entends bien, de nouvelles résidences secondaires. Et juste pour revenir sur la jeunesse, c'est aussi quelque chose qu'on porte aussi depuis 2020. On l'a inscrit en débat en conseil municipal plusieurs fois. C'est d'avoir aussi des outils culturels et puis des lieux de sortie aussi, parce que un territoire, c'est bien d'attirer, mais si on veut qu'ils vivent 12 mois sur 12, il n'y a pas que les fêtes estivales, il y a aussi l'intérêt d'avoir des équipements qui puissent donner envie à la jeunesse ou toute génération. Et nous, effectivement, et ça sera dans notre programme, on veut, comme le maire des Sables-d'Olonne l'avait fait d'ailleurs, à l'époque il l'avait déclaré d'intérêt public, on veut pouvoir développer et créer un site festif et musical adapté à Pornic. Ok, très bien. Qui vivent le jour et la nuit, hein, je précise. Ouais. Alors je suis pas revenu sur les... J'allais relancer justement sur les priorités. On voit le logement, on voit la jeunesse, peut-être que vous souhaitez le lier justement au logement aussi, même si là on a parlé aussi des lieux de sortie. Oui. Est-ce qu'il y a une troisième priorité La priorité, je dirais, numéro 1, et déjà quand on se présente, c'est aussi pour changer les choses. Et changer les choses, ça veut dire changer la méthode. Donc c'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, la priorité numéro 1, effectivement, est de remettre le contact direct. Nous, on a fait un porte-à-porte. On est là, à date, à plus de 7000 Lyonnais, Saint-Maritain et Pornicais rencontrés depuis plus d'1 an. Et ce qui revient toujours, effectivement, c'est on manque de contact direct avec les élus. On a l'impression que les investissements ne sont pas équitables sur l'ensemble du territoire. Donc pour pouvoir faire ça, il faut remettre un système de proximité. Donc ça passe par des conseils de quartier. Nous, qu'on a sectorisé sur 4 secteurs, équivalent Sainte-Marie, Le Clion, et puis 2 secteurs à Pornic. Ça passe par un vrai suivi annuel au sein de ces conseils de quartier. La gestion publique, c'est aussi rendre compte, donc ça veut dire débattre des finances publiques locales chaque année avec la population dans les conseils de quartier, mais ça veut aussi dire refaire un retour et un bilan chaque année pour donner un suivi aussi des réalisations. C'est ce qui revient souvent aussi. On nous annonce, nous, des projets pour lesquels on n'a pas l'impression d'avoir décidé ou qu'on n'a pas été concerté. Et puis derrière, en plus, on n'a pas de suivi sur le dépassement budgétaire ou voilà, je ne vais pas reparler plus précisément, mais du passage du Rocher pour lequel il y avait eu une consultation citoyenne sur du logement et puis finalement c'est du commerce. Voilà, donc les conseils de quartier, il faut s'obliger en tant qu'élu à avoir ce contact direct et à avoir, je dirais, une interface pour pouvoir rendre compte directement en proximité. Et dans ce cas-là, je suis assez curieux. Comment se manifesteraient ces conseillers de quartier ? J'allais dire, alors peut-être que tout n'est pas prêt pour le moment, mais en termes de fréquence ou même simplement de voilà comment ça se structure entre guillemets. Alors en termes de fréquence, encore une fois, je le dis là, on pourra me reprendre. Si je suis élu et que la fréquence n'est pas suivie à la virgule près. En termes de fréquence, on imagine des conseils qui soient trimestriels. Mais au-delà des conseils trimestriels, ça veut dire avoir des adjoints de secteur et de quartier, ou des conseillers délégués à certains quartiers. Donc ça veut dire avoir des permanences, de vraies permanences, dans la mairie annexe de Sainte-Marie, dans la mairie annexe du Clion, dans la mairie annexe de la Birochère et dans la mairie centrale de Pornic. Voilà. Donc ça veut dire avoir ce lien permanent avec l'élu et ensuite venir débattre de façon trimestrielle. Finalement, trimestriellement parlant, vous savez, là, on a à peu près, on a 4 à 5 conseils par an, donc c'est à peu près, on va dire, suivre la cadence des conseils municipaux, mais venir la sectoriser et la mettre en amont des conseils municipaux. Et donc, si vous êtes élu maire au mois de mars prochain, quelle serait la première mesure que vous prendriez, justement ? La première mesure à prendre, justement, ce serait peut-être l'installation de ces conseils de secteur, et puis commencer, justement, par, on va dire, un premier audit tous ensemble, par secteur. Je pense que ce serait la première mesure. La loi Le Meur viendrait très rapidement aussi. En matière de santé, je vous en ai pas parlé non plus, mais effectivement, pousser au développement d'un pôle santé. Alors on sait que certaines villes ont fait des maisons de la santé comme Saint-Viau. Il y a d'ailleurs à titre privé une maison de la santé pluridisciplinaire qui va s'ouvrir à l'entrée, enfin à l'entrée de Pornic. Mais effectivement, en matière de santé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités locales n'ont pas la compétence. Par contre, les collectivités locales peuvent faciliter l'accès au foncier, l'accès aux mobilités, et peuvent concourir aussi financièrement à l'installation de médecins. Alors, certaines villes ont d'ailleurs des médecins salariés. Je ne sais pas s'il faut en arriver juste là. En attendant, effectivement, œuvrer pour le développement d'un pôle santé, d'un vrai pôle santé et accessible, c'est aussi une de nos priorités. Pour rester un petit peu donc sur votre vision pour Pornic, on voulait vous parler aussi un petit peu de la méthode. Pourquoi je vous parle de la méthode ? Parce que
vous êtes actuellement élu d'opposition, même si je sais que vous n'appréciez pas le terme. Mais c'est ça, on peut... Et je crois que pendant si on devait faire même un petit peu le bilan général de ce premier mandat, vous avez su vous montrer assez exigeant envers la méthode de l'actuel maire de Pornic, Claire Hugues. Vous n'hésitez pas à pointer du doigt parfois un manque de transparence de la part de la majorité dans la prise de décision. Et donc j'ai envie de vous dire, si à votre tour, au mois de mars, vous êtes élu maire, en quoi vous y avez déjà un petit peu répondu peut-être par les conseillers de quartier, mais justement je voulais rester un petit peu sur ce sujet-là, mais en quoi votre méthode serait justement différente de celle de la majorité actuelle ? C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la sincérité, c'est un des piliers de la finance publique et de la politique publique. La sincérité, il faut créer justement les conditions pour pouvoir rendre compte, pour pouvoir concerter. Et c'est ce que je dis toujours aussi, hein. Il y en a qui disent gouverner, c'est prévoir, effectivement, mais gouverner, surtout, c'est pas décider seul. Ça veut dire toujours laisser place à la remise en question, toujours laisser place au doute, concerter et ensuite trancher. Et comme je vous le disais, en quoi on peut s'obliger à ça ? C'est-à-dire que les conseils municipaux, et vous d'ailleurs, vous faites œuvre de pédagogie, et c'est très bien, mais vous l'avez vu, souvent les conseils municipaux manquent de pédagogie. Et la meilleure façon, c'est de créer des conditions extérieures à ces conseils municipaux, des conseils de quartier, justement, pour venir s'engager face à la population et pour venir rendre compte annuellement face à la population. Parce que être élu, c'est pas avoir un blanc-seing à intenter au soir de l'élection, et puis 6 ans, voire 7 ans, parce que là, ça sera un mandat de 7 ans, et puis 7 ans après, refaire un bilan. Non, le bilan, il doit se faire annuellement. Comme on fait dans le privé, hein. Il y a des attentes, on doit rendre des comptes dans le public aussi. Justement, toujours pour rester un petit peu sur cette méthode-là, vous avez aussi parlé des conseillers de quartier, et donc, moi, j'allais dire, qu'est-ce que vous pensez mettre en place, en plus des conseils de quartier, peut-être, pour justement... pour pouvoir demander leur avis aux habitants, les faire intervenir. Est-ce qu'il y a autre chose que les conseils de quartier ou Alors, pas nécessairement ? Sur des sujets et des projets vraiment structurants et c'est encadré, il peut avoir recours à des référendums locaux. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Et ce serait envisageable pour vous ? C'est envisageable. On veut mettre aussi en place ce qu'on appelle dans certaines communes le quart d'heure citoyen. Ça peut paraître un peu court, mais en tout cas, donner un vrai droit à la parole pendant les conseils... en fin de conseil municipal, comme ça se fait dans d'autres collectivités. Ça paraît être assez essentiel aussi. La retransmission qu'on a obtenue quand même, je tiens à le dire, parce que c'est ce que vous avez dit, on est exigeant, on a été coriace, et ça, c'est un des points sur lesquels on n'a pas voulu lâcher quand même, parce que avoir l'accès aussi aux conseils municipaux, c'est très important. L'accès aux documents aussi. Il y a une loi qui s'appelle l'Open Data, voilà, je vais passer sur cette loi, mais en attendant, voilà, les Porniquais se doivent aussi numériquement ou pas, mais de retrouver l'accès très 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 facilement aux décisions et aux prises de décision, quasiment, je vais pas dire en temps réel, mais en tout cas c'est vers ça qu'il faut tendre. Et puis quelque chose de très important, parce qu'on parlait de la jeunesse, et nous ce qu'on veut faire, ça paraît aussi très important parce qu'on dit la jeunesse, mais il faut pas non plus choisir pour la jeunesse. Donc on veut remettre en place le conseil municipal de la jeunesse, pas qu'un conseil municipal des enfants, un conseil municipal de la jeunesse. Là actuellement on est sur le passeport civisme. Alors j'ai rien contre ça, c'est un support, voilà, ça dématérialise un petit peu le contact humain justement, mais c'est ce que je pense et ce qu'on pense nous collectivement, c'est que pour remettre vraiment de la transparence et de la sincérité, il faut revenir à un contact humain. Et ces conseils de quartier, c'est un retour au contact direct, et ce conseil municipal de la jeunesse, c'est aussi un recours au contact direct avec la jeunesse. Quand on s'engage comme ça, les yeux dans les yeux, bon, c'est vrai qu'on peut toujours dire, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais quand même, on s'oblige à, et quand on donne un suivi annuel, on s'oblige aussi à plus qu'un suivi sur un mandat entier. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu par thématique sur votre programme. Alors forcément, on peut à chaque fois vous poser maximum 1 ou 2 questions, parce que c'est l'exercice aussi, c'est un peu le challenge, c'est qu'on a un peu un timing à respecter par souci même d'équité. On voulait parler un petit peu justement, vous avez parlé du logement, on voulait revenir un petit peu dessus. Dans la thématique même plus globale de l'urbanisme. Oui. Nous, on fait le constat aujourd'hui, je pense qu'il est assez unanime ce constat-là, que Pornic, c'est une ville qui est attractive mais chère. Et donc, tout simplement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous proposez en matière de logement, notamment pour les nouveaux habitants, ceux qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, mais pour pouvoir y vivre à l'année ? Il faut savoir une chose déjà, la ville de Pornic dispose d'un foncier communal, d'un parc de bâti communal aussi assez important. Donc déjà, en mobilisant
en mobilisant une partie de ce foncier et de ce bâti communal, il y a déjà des choses à faire pour du logement saisonnier, pour de la primo-accession, pour du logement abordable pour les jeunes. Il y a déjà des choses à faire. Ensuite, secondement, c'est ce que je vous disais, la loi Le Meur va permettre de prioriser le logement à l'année avec de vrais outils juridiques. Ensuite, vous avez des mesures incitatives aussi qui ont été faites dans d'autres collectivités, comme l'aide à la rénovation énergétique pour certains propriétaires, mais qui sont assujettis à mettre leur logement en location à l'année avec des loyers encadrés. Ça, ce sont aussi des mesures qui sont du coup plutôt incitatives que coercitives. Et puis ensuite, effectivement, on parlait de la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Il y a une obligation normalement à produire du logement social. On sait que Pornic est à 5% au lieu des 25%. On sait qu'il y a un plan engagé auprès de la préfecture. Il y a 1800 logements de retard. Très honnêtement, les 1800 logements pourront pas être faits rapidement. En tout cas, ça paraît être une certitude. Mais il y a un autre levier aussi dont on parle, c'est la fiscalité. Il faut savoir que la taxe foncière à Pornic est excessivement élevée. Les Pornicais payent chaque année à peu près 3 à 5% de plus par an que les villes de même taille en termes de foncier. Et donc un des leviers aussi, c'est de pouvoir baisser. Il faut savoir que les collectivités locales ont le pouvoir d'agir sur les taux de la fiscalité, baisser le taux justement pour pouvoir amortir le choc et limiter la pression de l'impôt foncier aussi, parce que accéder à la propriété, c'est une chose, mais après, il faut pouvoir aussi suivre la cadence en termes d'impôt foncier. Et pour revenir donc sur la thématique, pour rester sur la thématique un peu de l'urbanisme, du développement urbain. Oui. L'urbanisme, c'est aussi lié à la question parfois de l'environnement, forcément. Oui. Et en fait, moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'était comment est-ce qu'à Pornic, on peut concilier à la fois développement urbain, protection du littoral aussi, parce qu'on est une ville côtière, et puis tout en préservant la qualité de vie aussi de ses habitants. Eh bien, il faut faire du sur-mesure et du cas par cas. C'est-à-dire, je prends un cas concret, le projet du môle, 2 200 000 €. Le projet du môle a été pris dans l'angle de la revégétalisation. La contrainte première, c'était la submersion, par exemple. La deuxième contrainte, c'était la mobilité, qui pour le coup, après c'est mon avis, a été oubliée derrière le patrimoine. On va en parler juste après. A été oublié derrière le patrimoine. Justement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir justement répondre à du cas par cas. Il faut pouvoir utiliser l'existant toujours. Il y a un PLU qui existe, il a été révisé. D'ailleurs, peut-être sur le volet patrimonial, peut-être un peu trop contraignant. D'ailleurs, ça peut-être être une des limites et une des modifications qu'il faudrait faire, c'est assouplir un petit peu ces règles-là, parce que si on veut qu'il y ait un parc bâti qui se rénove et puis qui soit transformé en logement à l'année, il faut aussi que les rénovations soient abordables et qu'on va dire qu'on soit pas plus royaliste que le roi en matière de patrimoine. Donc ça, c'est très important. En matière d'environnement, après, c'est ce que je vous disais, il faut agir au cas par cas. Là, par exemple, on a mis ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur au pied de l'eau, en fait, au niveau des quais, là où effectivement on a des îlots de chaleur qui sont déjà identifiés au niveau de Narcejac, au niveau de l'EHPAD de l'ancien hôpital, au niveau de la chapelle. Voilà, donc il faut déjà identifier et puis ensuite venir faire du sur-mesure par secteur. Peut-être réviser aussi les hauteurs de construction, notamment je pense aux entrées de ville qui sont un petit peu démesurées. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire parce qu'on doit produire du logement et en même temps effectivement il faut garder une qualité de bâti. Donc vraiment je pense que l'axe premier c'est agir avec la réserve foncière communale qu'on a et avec le parc de bâtis existants. Il y a une surface plancher et une surface foncière très 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 importante. On voulait, comme vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, le thème des mobilités. On avait deux questions à vous poser sur les mobilités. Une question qui est plus sur les mobilités douces, c'est simple, c'est qu'est-ce que vous feriez vous pour les mobilités douces ? Et ensuite, on voulait vous interroger sur, et je vais poser la question après, sur la place du stationnement à Pornic. Et donc d'abord, voilà, qu'est-ce que vous feriez vous pour améliorer les mobilités douces du quotidien ? Alors pour améliorer les mobilités douces du quotidien, déjà en augmenter, ça c'est une certitude. On peut doubler le budget, très honnêtement. Je pense notamment aux pistes cyclables, on peut le doubler. Mais ce qu'il faut se dire surtout, l'important est de les sécuriser. Parce qu'actuellement, on le sait, c'est pas de la critique, hein, c'est un constat factuel. On a certains endroits justement où on a eu
des mobilités douces qui ont été mises, mais sur lesquelles on n'a pas de sécurisation entre les flux piétons, entre les flux voitures et les flux cycles. Même parfois, tout ça se superpose avec des marquages au sol qui sont assez compliqués. Donc, la première des choses, c'est de venir les sécuriser. On pense aussi à d'autres axes très importants, parce que c'est vrai qu'on ne va pas toujours parler de la carte postale, les hameaux, l'accès aux hameaux. On a des dangerosités, effectivement, mais la mobilité et la sécurisation des mobilités douces, ça passe aussi par de l'éclairage. Voilà, de l'éclairage qui soit efficace. Donc le passage à la LED, peut-être réétendre les plages d'éclairage justement avec un éclairage qui soit moins gourmand financièrement et plus écologique. Voilà, ça, ce sont des choses très, 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 très importantes. Que dire de plus? Effectivement, il y a des, je vais vous le dire, il y a des, comment dire, des dispositifs qui ont fait leur preuve dans d'autres communes. Alors, ça peut paraître un petit peu exotique ou technique comme nom, mais la méthode du Chaussy-Doux, par exemple, pour le partage de la voie, est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. Donc je voulais aussi vous poser la question de la place du stationnement à Pornic. Parce que je pense que c'est un des sujets les plus sensibles dans cette campagne. Ouais. Je dis ça parce qu'on l'a vu notamment avec les réactions très vives qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou dans la rue d'ailleurs, suite à la mise en place du projet de réaménagement du mall. Notamment pour, et du quai Lhermier, oui, tout à fait. Voilà, mais je disais que c'était surtout notamment pour cette réaction très vive. Je pense que c'était dû à la suppression de places de stationnement, notamment sur la place du mall, mais peut-être aussi du coup sur la place du quai Lhermier. Et ma question va être un peu large, mais c'est comment est-ce qu'on peut globalement repenser la question du stationnement à Pornic? Oui, alors non, la question n'est pas large, et c'est vrai que le sujet est devenu aussi, il faut se le dire, je dirais explosif par la force des choses, parce qu'encore une fois, on en parlait de la méthode. Ce qui est terrible dans ce genre d'aménagement, en fait, c'est qu'avec une méthode de concertation de tous les publics spécialisés ou non, tous les usagers en amont, justement, on peut éviter d'avoir une division, parce que le sujet en matière de stationnement, c'est pas d'opposer les différents modes de transport, c'est pas d'opposer, de faire la chasse à la voiture, d'opposer l'automobiliste au cycliste ou au piéton, ou c'est pas d'opposer le stationnement au végétal. Il y a des compromis qui sont possibles, il y a des compromis. Donc déjà, je dirais la première chose, et là on peut en parler pour le mall et le quai Lhermier, mais globalement c'est valable pour le reste des stationnements, c'est ne pas supprimer de stationnement de proximité sans avoir d'alternative. Je rentrerai pas dans les chiffres de viabilité commerciale, dans des choses compliquées. Mais par contre, moi j'allais dire, quelle est du coup votre alternative dans ce cas-là? Justement, voilà, je vais y venir, aucun problème. L'alternative déjà est peut-être d'avoir une vision de saison à Pornic. Donc c'est-à-dire la piétonisation qu'il faut faire, qu'on peut se permettre, mais qu'il faut faire en période de forte fréquentation, je pense au pic saisonnier l'été, elle n'est pas souhaitable dans les creux de l'hiver ou quand il pleut. Donc c'est-à-dire pouvoir avoir des stationnements de proximité qui soient modulables en fonction de la fréquentation et des saisons. Nous, c'est ce qu'on demandait, par exemple, pour le mall et le quai Lhermier, c'était avoir un peu de réduction de stationnement, c'est une chose, mais c'est surtout garder un contingent de stationnement quand ça nécessite d'accéder et puis qu'on n'a pas une surfréquentation, et ça n'empêche pas de planter des arbres et faire du compromis. Ensuite, et je vais le redire, mais je pense que Clérug forcément ira sur ce sujet-là. Il faut stopper là les projets de suppression de stationnement prévus dans le cadre du guide opérationnel Petite Ville de demain, qui a été délibéré. Il faut les stopper, notamment je pense à la place de la Terrasse, à la place des Halles et au parking du château. Alors je comprends bien qu'on a mis le patrimoine vraiment en haut de la pile et que tout ce qui est dans le cône de vue du château, la voiture n'est plus désirée, mais le problème c'est qu'on va avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on voulait revitaliser en piétonisant, mais en fait ça peut marcher l'été, mais ça marchera pas l'hiver à Pornic et ça fonctionnera jamais, notamment avec une population qui a des problèmes pour se déplacer, qui est vieillissante, et notamment avec les difficultés d'accessibilité. Pornic, quand même, c'est escarpé, il faut crapahuter. Alors ça fait du bien, la marche, il n'y a pas de souci, mais n'empêche, et je le sais, moi aussi je suis placé, sans stationnement, il est difficile de recevoir des usagers ou des clients. D'autant plus qu'on a créé les 20-30 dernières années des conditions quand même de concurrence très fortes, avec des stationnements illimités
de centaines, voire milliers de places, je pense à des grosses zones commerciales, je vais pas les citer. Donc on peut pas demander aux commerçants de proximité, à notre modèle de proximité, de venir porter l'effort pour tout le monde, voilà, sur l'autel de l'écologie ou de la revégétalisation. Il y a beaucoup d'autres endroits pour revégétaliser où on peut faire les deux, avoir des compromis. Mais alors sur les alternatives, ce qu'il faut faire, comme certaines villes ont mis 15 ans, 20 ans à faire, comme La Rochelle, il faut créer les alternatives avant. Donc pour créer les conditions, eh ben, on a certains parkings qui doivent devenir de vrais parkings relais. Je pense à la Bière-aux-Chères, je vais les citer, aucun problème pour donner des éléments de programme. Je pense à Narcejac, je pense au Val Saint-Martin, qui est pas à 15 minutes, mais qui est à 24 minutes à pied. Et puis quand il fait beau, parce que sous la pluie, on a du mal à faire cette distance-là. Encore une fois, il faut vraiment distinguer la belle saison et puis l'hiver. Ces parkings-là identifiés doivent être reliés justement aux centralités. Et d'ailleurs, il faut en trouver aussi pour Sainte-Marie aussi, doivent être reliés aux centralités avec des navettes, des petites navettes cadencées. Donc la mise en place de parkings relais avec des navettes cadencées, l'augmentation de zones de délestage, et là j'en reviens à notre projet de 2020 qui est de venir faire, désolé c'est technique, mais un pôle d'échange multimodal à la gare. Donc des villes comme Bayeux, Redon en ont. Ça permet d'interconnecter les différents modes de transport. Transport routier, ferroviaire, cycle, piéton, et surtout ça permet d'augmenter la capacité avec un parking à étage, mais dans le creux de la gare, donc qui peut esthétiquement s'intégrer parfaitement. Ça permet d'augmenter la capacité de stationnement en entrée de ville, parce que le sujet c'est de délester la voiture. C'est pas parce qu'on va augmenter le stationnement qu'on va attirer plus de voitures, non. Ce qu'on veut c'est mieux l'organiser, faire des zones de délestage avec des vraies navettes connectées. On voulait vous poser donc aussi des questions sur concernant la jeunesse. On voulait savoir comment est-ce que justement vous pensiez rendre la ville plus accessible et plus vivante pour les jeunes. Vous avez évoqué les lieux de sortie, vous avez un peu parlé du logement, mais concrètement, est-ce que vous avez quelles mesures en fait vous prendriez voilà, pour les jeunes notamment? Alors des mesures, j'en parlais en termes d'infrastructure. Encore une fois, elles sont à définir avec les jeunes aussi. C'est pour ça que je vous parlais du conseil municipal de la jeunesse. D'ailleurs, ce sont des infrastructures qui peuvent bénéficier à la jeunesse, mais aussi toutes des générations. Donc, je vous ai parlé de ce site festif qui soit adapté, sur lequel on met la main sur le foncier, sur le cahier des charges et sur le mode de gestion. Donc, faire avec la jeunesse, ça veut dire aussi les associer. Voilà, en termes de festivité ou de musicalité, je pense à certaines associations notamment où les jeunes font ce qu'ils peuvent, mais peut-être pourraient être accompagnés ou peut-être pourraient nous accompagner justement à définir ce projet et sa gestion. Pour la jeunesse aussi, c'est ce que je vous disais. Donc mince. J'ai perdu le fil. Vous m'excuserez. Sur la jeunesse, pardon, on disait donc en fait c'était comment rendre la ville plus accessible et plus vivante pour les jeunes. Oui. Alors oui, pour la rendre plus accessible et plus vivante, c'est ce que je vous disais, donc créer des lieux de vie, il faut pouvoir aussi que les jeunes se retrouvent. Actuellement, on a une maison de la jeunesse, beaucoup ne savent pas qu'il y a une maison de la jeunesse, elle est située sous le porche de la maison des associations, donc il faut redéployer une maison de la jeunesse qui soit accessible, ça c'est une certitude. Il faut redéployer des équipements culturels, nous on parlait d'un pôle culturel, c'est pareil, les lieux de vie aujourd'hui, il faut être en capacité de polariser. Ce que je vous dis là, je vous dis pas que c'est ce qui va être fait. Mais en tout cas, venir polariser un outil qui soit un outil de médiathèque, une école de musique, venir intégrer dedans un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif de microfolie. Donc c'est des musées numériques qui coûtent, c'est des dispositifs qui sont pas très coûteux, qui permettent à la jeunesse, dans un petit espace donné, de venir accéder aux collections des musées nationaux. Mais ça veut dire, effectivement, pour accompagner la jeunesse, ça veut dire mener les projets avec eux. Et sur l'infrastructure et du lieu de vie, on manque effectivement pas d'idées. Et alors ça tombe bien que vous parliez de culture, parce que justement ça allait être le sujet de ma question d'après. En fait, c'est bien que vous puissiez du coup répondre sur peut-être pas forcément les mesures, mais au moins sur la vision que vous avez pour la jeunesse et aussi donc pour la culture aussi à Pornic. Oui. Vous l'avez un petit peu évoqué. Et donc je voulais aussi, on passe un peu d'une thématique à une autre très rapidement, sans transition à chaque fois, mais je voulais maintenant qu'on parle un petit peu du cadre de vie et de la sécurité à Pornic. Oui. Je pense que si on est bon au niveau du timing, ce sera mes deux dernières questions sur la partie du programme. Après, j'ai encore quelques autres questions à vous poser.
Pareil, tout simplement, pour essayer de comprendre votre vision justement de la sécurité à Pornic. Comment vous la voyez, cette sécurité à Pornic, et quelle place, notamment la police municipale, pardon, doit-elle prendre au sein de la ville selon vous? Oui, alors c'est un grand sujet parce qu'on sait bien que ça vient animer beaucoup de campagnes municipales dans beaucoup de villes, de grandes villes. Alors il faut se le dire, nous, déjà dans notre équipe, on a quelqu'un qui est expert, qui est conseiller en défense, voilà, qui s'appelle Norbert Martinez, qu'on a présenté, qui a une approche, lui, très, très humaine de la police municipale, et qui dit une chose, finalement, on en revient à la même chose qu'en matière de gouvernance, c'est remettre de l'humain, de la proximité et un contact direct. Mais pour avoir une police municipale qui fasse de la proximité, avec un territoire aussi grand et avec une ville de 20 000 habitants, effectivement, il va falloir augmenter les effectifs. Norbert parlait de 15 à 20 agents. Pour l'instant, il devrait y en avoir 7, mais il n'y en a que 6. Donc ça veut dire quand même trouver du financement, effectivement, ou réaffecter le budget d'autres dépenses sur ces dépenses-là. Mais pour avoir une police municipale de proximité, effectivement, il faut mettre les moyens. Autre chose, les caméras. On a des caméras qui permettent de capter, mais qui ne sont pas reliées entre elles. Donc développer un centre de surveillance urbain. Alors attention, respectueux, on n'est pas dans Big Brother du tout, mais se dire quand même, il y a des caméras, elles pourraient servir justement à intervenir plus rapidement plutôt qu'à aider à résoudre l'enquête comme c'est le cas actuellement. Mais pour remettre des vrais moyens de proximité, il n'y a pas beaucoup de sujets. Hein. De toute façon, il faut plus d'effectifs. Actuellement, on a des policiers municipaux, et je ne leur jette pas du tout la pierre, mais qui travaillent l'hiver en tout cas jusqu'à 18h et pas le week-end. Donc voilà, pour remettre de la proximité, il faut avoir une permanence. Pour avoir une permanence, il faut plus d'effectifs. Et peut-être aussi remettre, au moins l'été, une antenne qui soit plus centrale aussi dans Pornic, pour pouvoir permettre justement d'avoir des patrouilles. Alors entendons-nous, les patrouilles, c'est pas pour venir surveiller. Norbert en parlait pendant la réunion, par exemple. Ben là, on en vient à interdire des plages pour les jeunes. Avec une police municipale, on pourrait, non pas en surveillant, mais permettre aux jeunes d'accéder à des plages qui soient encadrées, justement, et que les jeunes puissent compter sur la présence de ces policiers municipaux, justement, pour profiter, quoi. C'est vraiment ça. Il faut en fait vraiment changer, j'ai envie de dire, la mission pour l'instant qui est définie de cette police municipale, mais sans leur jeter la pierre. Pour ça, mécaniquement, il n'y a pas le choix, il faut augmenter les effectifs. Et quand on parle de police, aussi police municipale, on parle, et comme c'est le cas à Chaumoré, on parle de police de l'environnement, nous. Parce qu'on a quand même un territoire à 80% qui est rural, et pour pouvoir lutter contre les dépôts sauvages, pour pouvoir revenir faire du lien social, comme le faisait le garde champêtre, alors ça parlerait peut-être pas aux jeunes à l'époque, mais pour ça, on aimerait aussi avoir un équipage qui s'occupe essentiellement de l'environnement. Voilà. Ça peut être aussi pour faire de la prévention sur les pollutions, sur les plages. D'accord, voilà. Ok. La dernière question concernant le cadre de vie, justement. On sait bien que c'est aussi une thématique très large. Nous, on pensait aussi l'aborder sous la question des services publics un peu du quotidien. Oui. Et on est un peu parti de vous pour faire cette question-là. C'est que vous dénoncez régulièrement un traitement inégal entre les quartiers et les secteurs de Pornic sur ces questions-là, la gestion de l'eau, le ramassage des déchets, l'éclairage public notamment. Et en fait, ma question est simple. Alors, c'est pas forcément là, c'est plutôt sur votre programme, c'est ça que je veux dire, mais c'est comment, selon vous, garantir un accès justement plus équitable à ces services du quotidien qui sont essentiels? Alors, au-delà de garantir l'accès, déjà, et là, on en revient justement à nos conseillers de quartier, il faut déjà garantir à la population qu'elle puisse avoir une vision transparente sur les priorités et décider les priorités. Je veux dire, là, je vais pas faire de la polémique stérile. Je vais pas vous donner le montant de ce qui a été investi vraiment dans 2 km² autour du château et pour le patrimoine. Mais à l'évidence, quand on a des contributeurs fiscaux et des habitants, je dis pas que les besoins sont les mêmes dans tous les secteurs, mais on est en droit et en attente d'avoir un service rendu qui soit équitable. Je vais vous prendre un exemple, parce que je suis le seul à m'être opposé à l'agglomération dessus. Le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, effectivement. On a eu un service qui a été divisé en deux, et on en revient toujours un peu à ce qui prédomine, c'est le tourisme, c'est le littoral. Au-delà de la route bleue, on a eu un service de ramassage des ordures qui a été divisé en deux. Soit, pourquoi pas, il faut faire des efforts écologiques, mais la taxe a été baissée que d'1 point, soit 7%. Et ça a été vécu effectivement comme ce qu'on appelle une rupture d'égalité
un vrai sentiment d'injustice. Donc, quand on sera, enfin, ce que j'espère, hein, si on est élu, effectivement aussi une des premières mesures au travers de l'agglo, ça sera de venir remettre. C'est soit on rend le service, soit on étoffe le service, ou soit on met une fiscalité qui est plus juste. Pour l'éclairage, c'est pareil. On peut pas. Alors effectivement, les corniches étaient à refaire, par exemple corniche de Gourmalon. On est passé beaucoup en LED, mais à un moment donné. Et les conseils de secteur nous obligeront à le faire, il faut aussi se dire, ben voilà, on a un plan triennal d'entretien de la voirie et des réseaux, chose qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous, on veut le mettre en place, et justement, ce plan triennal, on veut le remettre à jour et le débattre chaque année en conseil de secteur. Ce plan triennal d'entretien de la voirie, je vous donne un exemple, enfin, là je prends vraiment un chiffre comme ça à la grosse. Mais si on sait qu'en matière d'éclairage, de passage en LED et en matière d'entretien de voirie, chaque année, en renouvellement, j'ai 3,5 millions qui est dédié. Il faut être capable d'expliquer à chaque secteur, voilà, pourquoi on va le faire à la Baconnière cette année avant de le faire à la Geltière. Pourquoi on va le faire dans Pornic-Centre ici. Mais la boussole, ça doit être quoi? La boussole, ça doit être... Bon, l'intérêt général, c'est un grand mot. Mais la boussole, ça doit être les contraintes premières. C'est la sécurité, la vétusté. Où est-ce qu'on en a le plus besoin? Qui en a le plus besoin? Ça doit être ça, la boussole. Mais tout ça, ça doit se planifier, ça doit s'écrire. Et ça doit se discuter justement en proximité avec les riverains. Ok, je pense on voit déjà un peu plus clair sur votre vision pour Pornic, sur votre programme. On va essayer de faire vite, mais on aimerait encore vous poser trois questions. Bien sûr. D'abord, une question, et je précise aussi, on voulait parler de vos valeurs et de votre positionnement politique. Moi, la question qu'on a posée à tous les candidats, on trouvait intéressant pour mieux vous comprendre aussi, c'était quelles valeurs politiques vous définissent le mieux aujourd'hui? Quelles valeurs politiques me définissent le mieux aujourd'hui? C'est ça. Qu'est-ce qui vous définit le mieux aujourd'hui? Bah, je dirais l'humanisme, en tout cas la recherche de sincérité. Moi, c'est ce qui me motive. Alors, je dirais pas que, effectivement, moi, je viens pas du sérail politique, c'est quand même important. Je vais pas dire que je suis issu de la société civile parce que le dernier qui a dit ça, le projet a quelque peu dévié. Ça, je vais pas le dire. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me motive, juste de rendre service, donc des valeurs humaines, justement, remettre du contact. Et c'est ce que je vous disais, c'est valable pour tout, c'est valable en matière de démocratie locale, c'est valable même en matière de finances. Mais pour ça, il faut avoir la pédagogie et il faut créer les conditions, justement, d'un contact direct. Donc je dirais que l'humanisme, la proximité, vraiment, voilà, c'est ce qui me motive le plus. Ensuite, je sais pas si vous voulez en parler, venir, parce que c'est très important aussi. Comme en 2020, on avait 2 listes. Bon, voilà. Je dirais qu'il y a eu une grande facilité à essayer de nous positionner sur l'échiquier politique, ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous parlerai pas de liste citoyenne, c'est très galvaudé, hein, c'est pas ça. Nous, sur notre liste, on a une diversité. Et il n'y a pas de sujet là-dessus. On a des sensibilités qui sont à droite, d'autres à gauche. Moi, je suis encarté dans aucun parti. Et comment vous faites pour réunir aussi, du coup, des gens qui ont des visions peut-être du monde parfois très différentes et justement, c'est tout le pari, et d'être en capacité de fédérer, c'est-à-dire avoir une liste qui soit la plus représentative possible et surtout qui fasse fi, qui fasse abstraction de la politique nationale. On a nos idées, c'est pas le sujet, mais là, on fait de la politique locale. Et pourquoi je m'engage moi en politique locale, c'est que je pense, avec le spectacle qui nous est donné en ce moment, je pense que c'est un des derniers, on va dire, bastions de la démocratie dans lequel on peut avoir encore un lien de confiance, une capacité d'agir directement et concrètement sur le quotidien avec les habitants. Donc moi, c'est tout ce qui me motive. Et je le redis encore une fois, je viens pas du sérail politique. Je suis engagé dans aucun parti. Alors j'avais un nuançage en 2020 divers centres, au départemental en 2021 divers centres, et là on aura le même nuançage. Sur notre liste, on a une diversité de personnes de droite comme de gauche. Voilà, on n'a pas du tout une vision extrémiste, au contraire, on a une vision très 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 fédératrice. Voilà, c'est peut-être aussi un avantage que ça nous donne, c'est que nous on va dire qu'on se libère complètement des joutes nationales. Voilà, on a une maire qui est étiquetée LR, un autre concurrent direct qui est étiqueté RN, c'est très bien, il en faut, ça fait aussi de la diversité. Mais voilà, nous vraiment la condition sine qua non sur notre liste, voilà, c'était d'être en capacité de fédérer et de fédérer.
Et juste avant voilà, de conclure avec la question carte blanche, on va dire, qu'on vous laisse à la fin, on voulait vous faire réagir. Alors, je donne le contexte de cette question un peu à chaque fois parce qu'on l'a comment dire, ce style de question, on l'a posé à tous les candidats, mais à chaque fois, elle est très spécifique à chacun. On voulait vous faire réagir à une remarque ou une critique qui serait souvent formulée à votre égard par peut-être certains habitants, par peut-être aussi la majorité municipale. Et en se renseignant un petit peu, on s'est rendu compte que pour certains, finalement, Pornic, on n'y vit pas si mal. Et peut-être parfois, est-ce que vous ne cherchez pas un petit peu la petite bête et vous vous opposez un peu à tout par principe? En tout cas, on a vu cette critique, cette remarque-là, ce questionnement-là chez certains habitants, et on trouvait ça intéressant de vous donner l'occasion d'y répondre pour savoir ce que vous en pensez, et voilà, tout simplement. Bien sûr, c'est souvent la description qu'on essaie de faire d'une opposition ou d'une minorité municipale. Alors déjà, on s'oppose pas à tout, parce que j'ai pas repris les chiffres, mais je le dis toujours, en matière de délibération, je pense qu'à 80-85%, on doit voter pour. Donc on accompagne beaucoup de choses. Il y a un travail aussi en commission préalable qui est fait. Et les gens regardent le conseil municipal qui peut parfois, et je l'avoue, avoir des tensions, des longueurs ou de l'agressivité. Et c'est pas souhaitable, c'est pas ce qu'éclaire le débat public. Mais déjà, il faut retenir une chose, effectivement, c'est qu'on vote quand même majoritairement dans le même sens. Par contre, il y a des points de rupture sur lesquels on a une vision qui n'est pas la même. Et on a une autre méthode qui est factuelle, c'est comme ça. Je pense qu'au-delà du côté coriace, on est aussi habitué un petit peu la majorité à se dire attention, il va falloir bien essayer de cadrer le dossier, parce que factuellement, effectivement, est-ce que c'est une méthode en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup, mais on se doit d'avoir de la sincérité. Donc il y a une façon aussi de présenter les choses, nous qu'on peut pas accepter, je veux dire édulcorer les choses, présenter toujours une ville qui va bien, alors qu'on est une ville quand même qui passe les 20 000 habitants. En comptant les résidences secondaires, on a plus de 25 000 habitants, si on compte un habitant par résidence secondaire supplémentaire. À un moment donné, j'ai envie de répondre aussi, soit on est dans une chambre d'enregistrement, et puis on lève la main comme beaucoup font, et c'est d'ailleurs dommage, parce que j'en appelle aussi à des élus de la majorité que j'ai trop peu entendu ou pas du tout les 6 dernières années. Moi, c'est pas ma conception. Ma conception de la chose publique, c'est le débat. C'est pas s'opposer stérilement, mais c'est débattre. Donc en soi, on a toujours fait des propositions aussi, beaucoup n'ont pas été retenues. Peut-être certaines ont servi d'inspiration, et c'est tant mieux. En fait, on s'en fiche un peu de savoir qui a la paternité de l'idée. Ce qui compte, c'est le résultat et le service à la population. Qu'est-ce que je pourrais répondre de plus à ces... Vous y avez répondu, je à pense, ces personnes-là, c'est ni un style, ni de la manipulation. Faut pas oublier aussi que, je le répète pas, je veux pas le redire, mais en plus de la vie professionnelle, de la vie de famille, élu d'opposition, c'est quand même un rôle assez ingrat. Il faut savoir qu'on est bénévole, qu'on donne beaucoup de temps. Donc, si on le faisait juste par opposition, je pense que non. Si on le fait justement, c'est aussi pour pouvoir mener cette alternance. Et puis, à un moment donné, il faut se le dire, pour pouvoir prendre la gouvernance à Pornic, tout simplement. Il faut aussi montrer qu'on est en capacité d'analyser, de questionner la gestion, de questionner les finances publiques, de questionner l'efficience d'un investissement. En tout cas, c'est tout ce que j'essaie de faire, que ce soit à la ville ou à l'agglomération. Donc, je peux comprendre que d'un caillou dans la chaussure, on en vienne à dire que c'est une opposition permanente. Voilà. Moi, je garde mon cap, et puis on continuera comme ça. D'accord, et écoutez, déjà merci d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Et pour finir, on va vous laisser 2-3 minutes si vous voulez pour prendre le temps. Mais notre dernière question, ça va être donc de regarder face caméra et de répondre en 1 minute à pourquoi devrions-nous voter pour vous? Donc la question pourquoi il faudrait voter pour nous plutôt qu'un autre, je pense que la réponse part très simplement et très sincèrement pour poursuivre un petit peu pendant les 6 dernières années justement ce travail qui est un travail factuel, un travail de passion qui a été fait, pour essayer ensemble d'avoir une alternance, parce que sans être dans une critique permanente, mais c'est se dire qu'à un moment donné le renouvellement aussi c'est important, ça fait du bien, parce que on adore Pornic comme vous, c'est évident, parce qu'on veut investir aussi sur notre avenir, sur la jeunesse, ça paraît aussi très important. Et puis dans le prolongement, ce que je disais de la méthode qu'on veut mettre en place, et dans le prolongement du porte-à-porte,
on a une vraie équipe derrière, hein, une équipe compétente et motivée. Et dans le prolongement du porte-à-porte et des 7000 personnes qu'on a rencontrées, eh ben, on aimerait mettre les conditions pour pouvoir rencontrer 8000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes chaque année dans le cadre d'une vraie vie démocratique locale, de conseils de quartier, pour faire avec vous, mener, développer des projets de passion, des projets utiles surtout. Voilà, donc je dirais tout simplement, votez pour nous, ça veut dire changer de méthode. Merci Antoine Hubert d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris le temps justement de cet échange. Et puis on espère que les Porniquais et les Porniquaises qui nous ont regardés y auront vu un peu plus clair sur votre candidature. Et j'en profite aussi pour remercier l'hôtel Le Mauricia qui nous accueille aujourd'hui dans un super décor. Un beau décor, c'est vrai. L'hôtel Le Mauricia à Pornic, qui nous accueille aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Nouvelle Vague, Victor et Dorian. Et puis surtout, j'ai envie de dire, l'important, c'est qu'un maximum de personnes aillent voter. Merci d'avoir regardé cette interview. On espère qu'elle vous aura plu et que justement cet échange vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la candidature d'Antoine Hubert. N'hésitez pas à partager, à commenter et à réagir, tout simplement. On interviewe tous les candidats. Voilà, c'était Victor et Dorian pour Nouvelle Vague. À bientôt.